Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes. Et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Les plantes hallucinogènes, comme les molécules de synthèse, LSD ou ecstasy, bouleversent les frontières de la conscience. Peyote, champignons, ayahuasca, pour communiquer avec le monde des esprits, sorciers, guérisseurs et chamans ont toujours utilisé des plantes hallucinogènes. Pour le psychiatre Marc Valeur, cette fonction rituelle fait des hallucinogènes les plus anciennes drogues du monde. On peut penser que les hallucinogènes sont probablement les premières drogues connues de l'humanité à travers la rencontre avec des champignons. On sait bien que certains théoriciens ont fait de la rencontre avec les hallucinogènes le début même de l'humanité. Il est possible que les premières religions du monde aient été le culte de champignons hallucinogènes chez les Suméro-Babyloniens. Et on sait que dans les cultures chamaniques, l'usage d'hallucinogènes est le mode privilégié de contact entre les hommes et les dieux, entre le monde profane et le monde sacré. Dans l'Europe médiévale, guérisseurs et sorcières se servent de datura, de belladone ou de jusquiam. Des plantes dont les effets hallucinogènes sont à l'origine des récits de sabbat et de vols de sorcières en balai. Pour l'Église, des manifestations diaboliques. Les expérimentateurs d'hallucinogènes peuvent être des expérimentateurs répétés. Il y a des gens qui aiment l'expérience hallucinogène, qui aiment même les sentiments de dépersonnalisation, qui aiment ce sentiment de voyage. Au XXe siècle, écrivains et artistes redécouvrent les hallucinogènes. Antonin Artaud est initié au cactus sacré, le peyote, par des Indiens du Mexique. Le poète Henri Michaud, grand expérimentateur de ces drogues, tente de mettre en image ses visions sous mescaline, le principe actif du peyote. Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Je dirais encore de ces images, et d'avance, qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leur gène avec nous, et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes, et même les découper en morceaux. Pour agir, le LSD, comme toutes les drogues, pirate le système de communication du cerveau. Car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messagers chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe, dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme.
Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Les hallucinogènes sont peu étudiés par les scientifiques. Franks Vollenweider dirige une des rares équipes dans le monde qui se consacre à l'étude de leur mécanisme d'action dans le cerveau. J'étais personnellement intéressé par le phénomène de perte des frontières de l'ego, et les drogues comme le LSD sont parmi les rares molécules que l'on peut utiliser pour créer ce genre d'état dans des conditions expérimentales. Il n'y a pas d'autres drogues qui provoquent une altération si profonde des frontières de l'ego. Ça commence avec un apaisement des relations entre le corps et son environnement. L'esprit est profondément modifié. On pense qu'on se fond avec l'environnement, voire avec le cosmos, dans un état extatique. C'est une expérience profonde et nous n'avons aucune idée de comment ça marche. Ce que nous avons donc découvert, c'est que cette perte des frontières de l'ego est peut-être ce qu'il y a de plus important dans les hallucinations que certaines personnes ont avec ces drogues. Parce que cette perte des frontières de l'ego peut mener, si c'est vraiment extrême, à une sorte d'état mystique, ce que l'on appelle l'unio mystica. Mais cela peut prendre l'autre voie et on est alors morcelé, anxieux et divisé. On n'a donc plus de vue d'ensemble sur ce qui s'est passé. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé près de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite et à Pont-Saint-Esprit, les biscottes ont complètement disparu. Le passage de ces corbillards devant une boulangerie close, c'est ce que la justice reprochera à un minotier qui avait trop aimé l'argent. Cette ville française doit son intoxication à l'ergot de seigle. C'est en étudiant les dérivés de ce parasite des céréales que le chimiste suisse Albert Hofmann, à la recherche d'un remède contre la migraine, invente en 1943 une drogue qui va bouleverser toute une génération, l'acide lysergique diéthylamide, plus connu sous le nom de LSD. Pour en connaître les effets, j'ai décidé d'expérimenter cette substance sur moi-même, ce diéthylamide. En tant qu'homme prudent, j'ai commencé avec la quantité la plus petite possible, capable néanmoins de faire de l'effet, c'est-à-dire un quart de millième de gramme. Arrivé chez moi, je me suis retrouvé dans un état psychique extrêmement bizarre. Mon environnement était tellement étrange que j'ai cru devenir fou. Ce n'est que quelques heures plus tard, quand je me suis rendu compte que les symptômes s'estompaient, que j'ai pu alors jouir pleinement de cet état de conscience extraordinaire. Konnte ich dann diesen außerordentlichen Bewusstseinszustand irgendwie genießen. J'étais totalement sensibilisé à tout ce qui se passait autour de moi. Je ne percevais plus les sons comme agressifs. Au contraire, ils étaient magnifiques, beaux et profonds. Les couleurs aussi étaient devenues agréables. Toute l'atmosphère devenait positive. Quelque part, le monde était devenu merveilleux. Peu avant, il avait été diabolisé, pour ainsi dire. Mais à présent, je me trouvais dans un univers magique.
Après la Deuxième Guerre mondiale, la CIA s'empare du LSD et le teste comme sérum de vérité. Plusieurs armées expérimentent même son potentiel d'arme chimique incapacitante. 25 minutes later, the first effects of the drug became apparent. The men began to relax and to giggle. But this man was more seriously affected and had to be removed from the exercise. After 35